moi je vais parler en français, donc j'espère que ça passera dans l'autre sens également. Et je vais parler de reliures. Pour moi, enfin, les reliures pour nos manuscrits sont victimes un peu d'une, disons, d'une appréciation mitigée, puisque on a tout à fait un reflet de cela dans la préface du catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Princeton, manuscrits arabes, où Rudolf Mack disait clairement que les reliures, on pouvait s'en passer dans la mesure où ça n'avait pas d'incidence sur la connaissance du livre. L'étude de la bibliothèque du sultan marocain Moulay Zeidan, conservée à l'Escorial, permet de balancer un petit peu cette opinion négative et au moins régionalement utiliser la reliure pour, par exemple, dater ou localiser un manuscrit, ce qui n'est pas si banal que cela. L'état de la collection est variable. On a des reliures qui sont restées à peu près intactes. On a pas mal de reliures qui, comme celle-ci, ont été restaurées au XIXe siècle par le père Rosinski, qui a généralement simplement conservé le cuir de la couvrure, et vous voyez que le reste, enfin le pourtour représente, disons, le support moderne qu'il a ajouté. Dans un certain nombre de cas, la reliure devait être en mauvais état, et dès une époque plus ancienne, elle a été remplacée par la reliure standard de la bibliothèque avec le grill de Saint-Laurent. Mais au bout du compte, l'échantillon sur lequel on peut travailler est relativement important et se compose donc de deux types de reliures, celles qui sont restées intactes, que je ne vous ai pas présentées encore, et celles qui ont été restaurées, mais qui conservent au moins une partie de leur apparence originelle. L'étude de la reliure doit de toute façon tenir compte de quelque chose de très important, qui est que dans bien des cas, nous ignorons quel est le rapport chronologique entre la reliure et le support. C'est-à-dire qu'un manuscrit peut avoir été écrit, mettons, au XIIe siècle, mais avoir une reliure du XVe siècle, dans la mesure où la reliure peut être changée. Donc il faut bien sûr réfléchir à cette relation entre les deux. La période qui correspond à l'arrivée de la bibliothèque à l'Escorial a permis en quelque sorte de congeler l'état des manuscrits, dans une certaine mesure. Et ce qui est intéressant, c'est que ce moment correspond à un changement radical dans l'apparence des reliures. Comme l'a montré Núria de Castilla, la fin de la période est marquée par l'irruption du style ottoman qui s'impose comme la reliure à la mode et remplace complètement celles dont je vais parler. Elles sont parfaitement identifiables et de ce fait donc assez faciles à classer. Mais que s'est-il passé avant ? Sans surprise, les reliures appartiennent au type 2, le type standard de reliure, mais seuls 22, soit 27% d'un échantillon de 80 reliures que j'ai pu identifier, ont conservé... non, pardon, je suis en train de faire des bêtises. Ont conservé le rabat et le recouvrement qui fait partie de ces reliures. Leur distribution chronologique, vous le voyez, est assez diverse. Je n'entre pas dans le détail. Il faut savoir, bien sûr, qu'un certain nombre de manuscrits ne sont pas datés, donc n'apparaissent pas ici. Ici, ce sont simplement les manuscrits qui portent une date. Les manuscrits avec une reliure, mais sans date, ne sont pas intégrés dans ce tableau. Vous voyez donc que ce sont surtout des reliures récentes, des 15e et 16e siècles,
qui constituent l'échantillon. Les décors sont tous des décors avec des petits fers, donc pas avec des plaques comme ceux que je viens de présenter. Et sans surprise, c'est le motif d'entrelacs qui domine la production marocaine. Qu'il s'agisse de motifs circulaires, de carrés posés sur la pointe ou encore de diverses formes apparentées aux précédentes, les ornements centraux ou même les ornements couvrants sont constitués par des entrelacs. Ces derniers sont une composante très ancienne de la reliure islamique puisqu'ils apparaissent déjà sur des reliures coraniques du IXe siècle avec le décor caractéristique de chenilles qui est réalisé avec un outil qui doit être imprimé dans le cuir de manière répétée pour réaliser le décor. À l'époque où nous nous plaçons, dans le Maroc donc entre le, disons, XIIIe et le XVIe siècle, l'évolution est allée en faveur d'outils plus petits, et deux outils qui permettent de constituer, disons, rapidement le décor d'entrelacs, tout en conservant de manière discrète le motif de base qui apparaissait sur la reliure précédente. Comme c'est généralement le cas dans le monde musulman à l'époque médiévale, les relieurs ne disposent à côté de ces deux fers, parce qu'en fait, à l'époque où nous nous plaçons, ce sont surtout ces deux fers qui sont utilisés. Comme donc dans la majorité des relieurs, ils ont extrêmement peu de fer. Ils sont ils ont généralement entre 3 et 4 fers, mais parfois simplement 2, et il y a une reliure exceptionnelle avec 7 fers qui pose un petit peu un problème pour comprendre son statut. Les fers supplémentaires, outre ces deux fers que je vous ai montrés du côté droit, les fers supplémentaires sont les suivants. Alors vous retrouvez celui dont je viens de vous parler, c'est celui-ci, qui est les deux fers que tous les relieurs ont à leur disposition. Les autres fers, ce sont des rouelles de ce type ou de celui-ci, des palmettes ou encore des étoiles. Le cadre de forme orthogonale ou relativement mince qui domine dans le monde musulman. La forme octogonale est celle-ci. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtés. Cette forme octogonale est, disons, remplacée au Maroc à l'époque où nous nous plaçons par un cadre qui donne un élément central rectangulaire. Ne tenez pas compte pour l'instant de ceci, mais le cadre final est représenté par celui-ci, et il est réalisé avec généralement 3 filets parallèles que, pour faciliter les choses, j'ai numéroté. Donc vous avez le filet 1 en partant de l'intérieur, le 2 et le 3, qui constituent donc le cadre de la très grande majorité des reliures dont je parle maintenant. Sur les 80 reliures dont je parle, 52 ont ce type de cadre, donc c'est vraiment devenu à cette époque le cadre standard. Très minoritaires sont les cadres constitués par des entrelacs, mais vous voyez qu'on reste également sur des formes rectangulaires et non octogonales. Mais il y a quand même une toute petite minorité de relieurs qui suivent la mode orientale, si j'ose dire, et ont un cadre en forme d'octogone. Dans 3 manuscrits, le cadre rectangulaire est formé par l'estampage d'un motif répété qui permet d'obtenir cet encadrement. Mais encore une fois, elles sont très peu nombreuses. Les compositions elles-mêmes sont très cohérentes et présentent de grandes orientations que je vais exposer. Dans leur grande majorité, elles se rattachent à la longue tradition de décors centraux.
Dans une étude que Núria de Castilla et moi-même avions menée, nous avions proposé pour ces décors centraux une typologie de la majorité d'entre eux qui est formée par des carrés posés sur la pointe. La collection en contient 56 exemples associés à des manuscrits, dont ceux qui sont datés, donc encore une fois seulement ceux qui sont datés apparaissent sur le tableau, s'échelonnent entre 1198 et 1584. Il s'agit de la date du manuscrit, pas de la date de la reliure, puisque, comme je le disais, la reliure peut être plus récente que le manuscrit. Dans la majorité, il s'agit de copies dont l'écriture est caractéristique de l'Occident musulman, mais 8 ont été réalisés en Orient, c'est-à-dire que ce sont des manuscrits qui sont venus de l'Est et qui ont été reliés au Maroc. Un premier type d'ornement central est le type A, qui a la forme d'un carré posé sur la pointe et qui a une variante, le type AA, où les côtés sont interrompus par un motif qui fait saillie et qui se rapproche d'une forme très commune dans la reliure de l'ensemble du monde musulman, qui est celle de l'étoile à 8 branches. Le deuxième type d'ornement, le type B, est plus petit que le précédent. La forme du carré posé sur la pointe est conservée et l'entrelac est composé d'une combinaison de ce que je définirais comme un carré avec une boucle à chaque coin d'une part et de l'autre d'une forme cruciforme. Les formes sont un tout petit peu plus variables que dans le cas précédent, mais elles conservent l'idée d'un petit ornement central entrelacé. Dans quelques cas, il se termine sur les axes horizontaux et verticaux par une forme en cœur. La domination de l'écoinçon triangulaire, c'est-à-dire de la pièce estampée dans les angles du cadre, est absolument impressionnante. 65 reliures sur 80 le présentent, soit plus de 80% des cas, donc c'est devenu vraiment l'écoinçon standard. Deux situations apparaissent propres à cette tradition. Dans un cas, le triangle d'entrelac n'est pas en contact avec le rectangle du champ, mais en retrait. Donc vous avez le champ est ici, le filet 1, un espace est laissé vide et l'écoinçon est reporté entre, grosso modo, les filets 2 et 3. Et l'autre cas, l'écoinçon atteint le cadre avec le filet 1 et remplit donc toute cette partie-là. Donc ce sont les deux types d'écoinçons que l'on rencontre. Les décors se limitent généralement à cela, mais dans certains cas, le relieur a ajouté l'estampage d'un petit fer à l'intérieur du champ, mais ça reste quelque chose de très secondaire dans la mesure où, comme je le disais tout à l'heure, le nombre de fers à disposition des relieurs est très limité. Les datations, vous les voyez apparaître sur l'écran. Elles vous montrent que les reliures dont je vais parler maintenant, celles à décor circulaire, sont d'une part moins nombreuses, 29%, et réparties de manière légèrement différente puisqu'elles se distribuent plus largement au sein de l'échantillon. 17 de ces reliures ont été restaurées à l'Escorial et il faut distinguer à l'intérieur des 11 reliures qui sont dans le corpus, celles qui sont l'œuvre de relieurs pas très habiles comme celle-ci, et deuxième cas, des reliures comme celle-ci qui sortent d'ateliers beaucoup plus, expérimentés. Et dans un cas, celui de la reliure que vous voyez ici, nous savons qu'elle a été faite pour un commanditaire princier en 1562, ce qui est peut-être aussi le cas donc, de la reliure précédente, qui, elle, n'est pas, identifiable comme une reliure princière de manière directe, mais on peut penser qu'elle sort d'un atelier qui travaillait pour le palais à Marrakech. L'unique exemple de décor couvrant, celui de la reliure que vous voyez maintenant, date de 1563, et il se rattache lui aussi à la tradition du décor d'entrelac que nous avons vu mise en œuvre dans toutes les reliures jusqu'à présent.
Il n'y a bien sûr pas d'écoinçons, et le panneau central est constitué par ce rectangle avec un décor d'entrelacs qui évoque celui des reliures contemporaines. 3 reliures restent en dehors de la typologie que je viens de vous proposer. Leur décor central est plus simple et consiste seulement en l'estampage de 4 ou 5 fers au centre de la reliure, disposés en cercle. La plus récente est associée à un manuscrit qui est daté de 1571. Elle est également la seule reliure où le fer employé n'est pas circulaire, mais un de ceux qui sont souvent utilisés pour les pendentifs ou pour les écoinçons. Les doublures sont peu nombreuses. Lors des restaurations du XIXe siècle, elles ont été remplacées généralement par un papier moderne. Celle dont la doublure d'origine a survécu, comme celle que vous voyez à l'écran, montre que le cuir prédominait dans cet usage, loin devant la toile qui est représentée seulement dans 5 cas. Il y a un cas où le papier pourrait être un papier d'origine, mais comme c'est un papier jaune relativement simple et qu'on ne peut pas l'observer de manière très précise, je laisse un point d'interrogation sur ce cas. Ce qui est intéressant, c'est que quand les relieurs utilisaient du cuir, ils terminaient généralement leur travail en traçant un filet au point de jonction entre le cuir et les remplis, c'est-à-dire le cuir de l'extérieur qui était rabattu pour souligner cette zone de contact. L'introduction de la dorure dans le décor des reliures du monde musulman aurait pris place, d'après ce qu'on trouve dans la littérature à ce sujet, dans le Maroc almohade, et cette reliure serait la plus ancienne reliure à décor doré. Dans le corpus dont je parle, il n'y a pas de reliure aussi spectaculaire, et les 17 reliures qui ont été estampées à chaud, c'est-à-dire en utilisant la dorure, ont un décor extrêmement modeste. La dorure se limite à quelques points ça et là pour rehausser un petit peu le décor, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment un emploi très impressionnant de la reliure. En conclusion, je voudrais faire une première remarque. Le corpus présente sans doute majoritairement la production d'ateliers modestes. Vous avez vu que le niveau technique moyen de réalisation des décors est assez limité. Les décors sont extrêmement simples et faciles à réaliser avec un outillage modeste. La répartition approximative par secteur thématique au sein de la collection est intéressante, mais en raison de l'histoire de la bibliothèque, qui fait que la moitié de la collection a disparu au cours d'un incendie à la fin du XVIIe siècle, on ne peut pas absolument être certain à 100% de la valeur de cette répartition. Je vous la fais quand même apparaître sur l'écran. Donc vous voyez qu'il y a certaines sections thématiques, philologie, lexicographie, où il n'y a aucune reliure avec ce type de décor. Pour la poésie, 2% des reliures ont ce décor. Vous voyez qu'il y en a davantage dans la grammaire et la philosophie. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que la jurisprudence explose en quelque sorte avec 13% des reliures constituées par des reliures appartenant à la présentation que je viens de faire. Et alors, l'explication qui vient à l'esprit, c'est que, comme il s'agit d'une littérature essentiellement malikite, la production locale y occupe peut-être une place plus importante que dans d'autres secteurs où les ouvrages importés d'Orient et les reliures qui allaient avec occupent davantage d'espace. Ce qui est peut-être plus intéressant que cette réflexion sur l'association, la relation entre les reliures et la thématique, c'est la relation entre les écritures et les reliures. Les copies dont l'écriture peut être qualifiée d'informelle sont abondantes et majoritaires au sein de l'échantillon,
et il est tentant d'y reconnaître des produits sortant au moins en partie d'un contexte urbain. C'est une façon polie de dire que ce sont des reliures, disons, de la campagne. L'écriture est assez simple et la reliure est généralement du type le plus simple. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que des écritures qui, d'après les résultats de l'étude de la collection de l'Escorial, relèvent d'une pratique urbaine, le Mabsut d'une part, donc le Mabsut, vous avez le manuscrit que je vous ai présenté avec le décor couvrant, donc avec une écriture qui est quand même beaucoup plus évoluée, ou encore cette autre écriture très caractéristique de l'époque saadienne, le Mujahar, avec une reliure à décor circulaire, là aussi beaucoup plus élaborée, pourrait sortir d'ateliers urbains. Donc il y aurait peut-être une corrélation à établir de ce côté-là. Et de fait, au sein du contexte, d'après le colophon, deux reliures qui appartiennent à ce groupe ont été réalisées, enfin la copie a été réalisée, l'une à Fès, l'autre à Marrakech, et la reliure est peut-être venue avec. La couleur des reliures et leur relative monochromie dans toute une gamme de bruns retient l'attention. Une différenciation sociale, thématique, chronologique n'est pas discernable sur ce plan. Le contraste n'en est que plus fort avec la production sous influence ottomane dont je parlais au début, qui a fait irruption dans les bibliothèques marocaines du XVIe siècle avec une polychromie absolument saisissante. Il faut souligner que ce sont des reliures locales. Il ne s'agit pas de reliures importées, mais vous voyez que brusquement, la couleur entre dans les bibliothèques. Donc il y a là un changement de mentalité qui me semble intéressant et qui, pour l'histoire de la reliure encore, montre qu'il y a des choses à glaner de ce côté-là et la couleur du cuir n'est pas si inintéressante que cela. Les reliures marocaines de l'Escorial permettent de compléter sur une plus longue durée les observations qu'avait proposées Prosper Ricard sur ce qu'il appelait la tradition almohade. Outre l'exemple daté que j'ai déjà signalé, il avait publié des spécimens qu'il reliait à celui-ci, mais qui sont peut-être un peu plus récents, et où apparaissait déjà, certes avec une forme un peu différente, le motif du carré sur la pointe. Vous le voyez en particulier sur la gauche. On notera surtout la permanence des fers et des motifs d'entrelacs depuis le XIIIe siècle jusqu'au XVIe. Grâce à la collection de l'Escorial, nous disposons maintenant d'un élément fort à l'appui d'une géographie de la production de reliures dans l'Occident musulman. Les contours de la province marocaine commencent à se dessiner avec une certaine précision. Il restera à cerner plus précisément les produits issus d'ateliers tunisiens ou encore andalous pour compléter le tableau que je vous ai présenté. Je vous remercie.